Salut à tous les amis, c'est Brahms. Quand on parle de la légendaire qualité allemande ou Deutsche Qualität, ce n'est pas un simple slogan marketing à l'origine. C'est un fait basé sur des décennies de savoir-faire, d'ingénierie rigoureuse et de passion pour la mécanique. Dans les années 70, 80 ou même 90, certaines voitures allemandes ont acquis un statut presque mythique. Non pas grâce aux gadgets électroniques ou au design agressif conféré par certaines marques, mais par leur robustesse mécanique. Aujourd'hui, on tente d'expliquer pourquoi la qualité allemande est devenue beaucoup moins synonyme de fiabilité et de longévité dans l'industrie automobile. Mais avant ça les amis, il est très important pour vous de vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos sur le sujet. Allez, pour commencer, parlons des motorisations qui ont fait leurs preuves. Prenons l'exemple du moteur OM603 de la Mercedes Classe E. Un 4 cylindres diesel atmosphérique qui est équipé des modèles comme la Mercedes Classe E 300D. Ce moteur est réputé pour passer les 500 000 km sans broncher, voire beaucoup plus avec un bon entretien. On les retrouve encore aujourd'hui en circulation dans des taxis africains ou en ferme en Amérique du Sud. C'est un moteur presque immortel. Chez BMW, les séries E30 et E34 des années 80-90 équipés de moteurs comme le M20 ou le M30 étaient connus pour leur fiabilité et leur équilibre. Pas besoin de turbo ni de technologie compliquée, juste de l'acier, de l'aluminium et une ingénierie bien pensée. Il y avait aussi la Volkswagen Golf 2, indestructible. Produite de 1983 à 1992, elle est aujourd'hui encore utilisée dans des régions rurales de l'Europe de l'Est et d'Afrique. Zéro électronique superflue, une carrosserie solide, des moteurs simples comme le 1,6 litre diesel, et ça roulait pour des décennies. Ou encore l'Audi 80 B4, l'une des berlines les plus fiables des années 90 avec une finition intérieure de grande qualité et des moteurs essence ou diesel réputés increvables. Ce que toutes ces voitures avaient en commun, une philosophie, faire simple, solide et réparable. Les pièces étaient surdimensionnées, la mécanique accessible et les marges de sécurité généreuses. Les constructeurs allemands construisaient des voitures pour durer et pas pour passer à la casse après 5 ans. Ces voitures se distinguaient le plus souvent par une distribution par chaîne solide ou une courroie facile à changer, pas de filtre à particules, pas de turbo, pas d'injection directe ultra précise, des pièces accessibles sous le capot sans avoir à démonter une aile entière pour pouvoir les changer. À cette époque, acheter une voiture allemande, c'était faire un investissement pour 15 ou 20 ans. C'était aussi acheter la tranquillité et c'est ce niveau d'exigence qui a forgé le mythe de la qualité allemande. Ces moteurs étaient peut-être moins puissants, moins sophistiqués qu'aujourd'hui, mais ils ne tombaient pas en panne pour un oui ou pour un non. Nous nous trouvions à une époque où l'électronique était minimale. L'électronique était au service de la mécanique et pas l'inverse. Une Golf 2 ou une Mercedes Classe E n'avait ni GPS, ni écran tactile, ni dizaines de calculateurs interconnectés. Le résultat, moins de bugs, moins de mise à jour logicielle et moins de pannes aléatoires dues à une sonde, une vanne EGR ou encore une carte électronique défectueuse. Aujourd'hui, une simple ampoule défectueuse peut allumer 3 voyants sur le tableau de bord. Hier, on l'a changé en 5 minutes sans scanner de diagnostic. Les constructeurs allemands plaçaient la rigueur avant la rentabilité. Oui, vous avez bien entendu. Les voitures étaient conçues avec une logique d'ingénieur, pas de comptable. Les plastiques étaient épais, les boutons ne s'usaient pas après 30 000 km. On surdimensionnait les pièces pour rendre la vie de l'usager beaucoup plus facile. L'objectif n'était pas de réduire les coûts de production à tout prix, mais de fabriquer quelque chose qui dure. À partir des années 2000, quelque chose change dans l'automobile allemande. Les voitures sont toujours élégantes, puissantes, bien finies, mais quelque chose se perd. La fiabilité, autrefois un pilier, commence à vaciller. Pour répondre aux normes environnementales, aux exigences de performance et à la concurrence mondiale, les constructeurs allemands se lancent dans une course à la technologie embarquée. Cela donne naissance à des moteurs très sophistiqués mais souvent trop fragiles. Chaîne de distribution mal dimensionnée, turbo qui casse, injecteurs défectueux, capteurs électroniques sensibles. Un exemple tristement célèbre, le moteur BMW N47, apparu en 2007. Sa chaîne de distribution censée durer toute la vie du moteur casse parfois avant les 100 000 km. Et la réparation coûte une fortune. Deuxième facteur, la pression financière et la mondialisation. Dans les années 2000, les grandes marques allemandes deviennent des multinationales mondiales, objectif produire plus pour moins cher. Résultat, une externalisation massive. Des pièces fabriquées à bas coût dans des pays étrangers, des sous-traitants plus nombreux et moins contrôlés, des matériaux de qualité parfois inférieurs. Par exemple, certains intérieurs de Mercedes ou Audi ont vu apparaître des plastiques durs ou des garnitures qui s'usent prématurément. Un sacrilège il y a encore 10 ans en arrière. Autre changement majeur, la logique de conception. Les cycles de renouvellement s'accélèrent. De nouveaux modèles tous les 5 ans au détriment de la maturité mécanique et du recul suffisant sur les mécaniques conçues. Les consommateurs deviennent des testeurs involontaires souvent confrontés à des problèmes dans les premières années. Avant, on construisait une voiture pour durer, désormais on la pense pour le leasing. Plus belle, plus performante, mais pas forcément plus fiable. Mais les premiers signes vraiment alarmants, on les retrouve dans les années 2010 avec des classements de fiabilité qui parlent d'eux-mêmes. BMW, Audi chutent dans les rapports ADAC et TÜV.
Mercedes enregistre des rappels en série sur des problèmes d'airbag, d'électronique et de moteur. Et enfin, Volkswagen est au cœur du Dieselgate en 2015, un scandale planétaire qui brise l'image d'exemplarité allemande. Parmi tous les coups portés à l'image de l'automobile allemande, aucune n'a été plus dévastatrice que le Dieselgate. Ce scandale éclate en septembre 2015 et il va secouer Volkswagen mais aussi tout le secteur jusqu'à la moelle. Le Dieselgate est une fraude massive à grande échelle. Volkswagen a volontairement installé dans ses voitures diesel un logiciel truqueur capable de détecter quand la voiture était en train de passer un test d'émission. Quand la voiture était sur un banc d'essai, les émissions de gaz polluants restaient dans les normes. Et sur la route, en conditions réelles, ces émissions étaient jusqu'à 40 fois supérieures aux limites autorisées. Le tout pour faire croire que ces voitures diesel étaient propres, performantes et conformes. C'est comme si les ingénieurs allemands qui autrefois mettaient leur effort dans la conception de voitures fiables et robustes, usaient de leur intelligence pour tromper le consommateur. Ça a été une véritable trahison. Comment l'affaire a-t-elle éclaté? Les Américains, bien sûr. Tout commence aux États-Unis quand une ONG environnementale soi-disant indépendante découvre des incohérences entre les résultats en laboratoire et ceux mesurés en route. Après enquête, l'Agence américaine de protection de l'environnement, l'EPA, accuse Volkswagen de tricherie. La firme finit par avouer, plus de 11 millions de véhicules sont concernés dans le monde. La chute est alors vertigineuse. Volkswagen paie plus de 30 milliards d'euros d'amendes, de rappels et de compensations. Plusieurs dirigeants sont inculpés et certains même emprisonnés. L'image de marque de Volkswagen est gravement atteinte et avec elle celle de toute l'industrie automobile allemande. Le Dieselgate marque un tournant dans l'histoire de l'automobile. La confiance envers les constructeurs allemands est ébranlée, les ventes de diesel sont en chute libre partout en Europe, les régulateurs deviennent plus stricts et le public prend conscience que même les gens peuvent tricher. Ce scandale n'était pas juste une fraude, c'était une trahison de l'idéal allemand de rigueur et de transparence. Le Dieselgate a brisé une confiance, et dans l'automobile, quand la confiance se perd, c'est très long à se reconstruire. Le diesel devient alors le roi déchu. Avant 2015 en Europe, plus d'une voiture sur deux roulait au diesel. Moins cher à la pompe, plus sobre sur autoroute, le diesel était alors le carburant roi, particulièrement en Allemagne et en France. Mais après le scandale, la confiance s'effondre. Les médias révèlent que plusieurs constructeurs ont triché ou contourné les normes. Résultat, les ventes de diesel chutent de 50% en moins de 10 ans. Certains modèles comme la Golf TDI, autrefois best-seller, disparaissent et passent même à l'hybride. Suivent alors un renforcement des normes et des restrictions. Face au tollé, les gouvernements réagissent. Les normes d'émissions européennes deviennent plus strictes avec Euro 6, Euro 7 à venir. Les ZFE pour zones à faible émission se multiplient dans Paris, Berlin ou Madrid. Les voitures diesel d'avant 2011 sont bannies de certaines grandes villes. Et alors, s'ensuit le basculement vers l'électrique. En réaction au Dieselgate et pour redorer leur image, les constructeurs allemands se lancent massivement dans l'électrification. Volkswagen annonce en 2019 sa transition vers une gamme 100% électrique d'ici 2035. Mercedes, Audi, BMW, tous présentent des modèles zéro émission, souvent plus pour respecter les quotas que par conviction. Mais cette transition est forcée, rapide, parfois chaotique. Beaucoup de modèles électriques souffrent de bugs logiciels, d'autonomie instable et d'une fiabilité encore loin des standards du passé. L'industrie allemande est totalement bouleversée. Le diesel représentait des millions d'emplois directs et indirects. Avec son déclin et la montée de l'électrique, qui demande moins de pièces et moins de maintenance, l'Allemagne voit apparaître des fermetures d'usines, des plans d'action sociaux massifs, chez Bosch, Continental et même chez les constructeurs eux-mêmes, et une perte de leadership industriel sur des segments où elle dominait depuis un siècle. Le Dieselgate a été un point de rupture. Non seulement il a terni la réputation de l'automobile allemande, mais il a accéléré une mutation brutale vers une industrie plus électrique, plus surveillée et beaucoup plus incertaine. Pendant des décennies, les voitures allemandes ont été le symbole de la rigueur, de la fiabilité et de l'excellence mécanique. Des moteurs conçus pour durer, une finition irréprochable, un plaisir de conduite intemporel. Mais aujourd'hui, cet âge d'or semble loin. Les scandales, les pannes à répétition, la surtechnologie et la logique financière ont déconnecté les marques allemandes de leur ADN. Alors oui, les voitures sont plus rapides, plus intelligentes, parfois plus écologiques, mais cette fameuse qualité allemande, solide comme un roc, est-elle encore là? Ou n'est-elle qu'un souvenir gravé dans la tôle des voitures d'hier? Le Dieselgate n'a pas seulement terni l'image de Volkswagen, il a peut-être révélé quelque chose de plus profond. La fin d'un modèle. Un modèle centré sur l'ingénierie, la durabilité, la passion, remplacé par le court terme, les écrans et les marges. Mais alors, que reste-t-il de l'âme de l'automobile allemande? Peut-elle renaître avec l'électrique, revenir à l'essentiel? Ou est-elle condamnée à n'être qu'un logo parmi d'autres sur le marché mondialisé qu'est l'industrie automobile aujourd'hui? Alors, qualité allemande, mythe ou réalité perdue? Dites-moi ce que vous, les amis, vous en pensez en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner. Comme d'habitude, je vous dis ciao ciao.